Je m'appelle Rebecca Martin, j'ai 28 ans. Il y a 3 semaines, je me suis réveillée allongée sur le dos dans un lit d'hôpital, le corps en miettes et l'esprit embrumé. J'avais la clavicule fracturée, 3 côtes cassées, et une commotion cérébrale suffisamment grave pour que les médecins craignent sérieusement une hémorragie cérébrale. Ma fille de 6 semaines, Emily, n'était pas avec moi. Elle était à la maison, confiée à quelqu'un que je ne connaissais même pas encore, une professionnelle des soins au nouveau-né que j'avais engagée depuis mon téléphone pendant que les pompiers et les ambulanciers me découpaient de ce qui restait de ma Honda. L'accident n'était pas de ma faute. Un camion de livraison a grillé un feu rouge à près de 100 km/h et a percuté de plein fouet le côté conducteur de ma voiture. Le choc a projeté mon véhicule à travers 4 voies de circulation, comme s'il ne pesait rien. Il m'en reste des flashs, le crissement du métal qui se tord, l'airbag qui explose contre mon visage, puis plus rien. Le noir. Le silence, seulement troublé par des sirènes lointaines. Quand j'ai repris conscience dans l'ambulance, la première chose que j'ai dite n'avait rien à voir avec moi. C'était pour Emily. « Bonjour, mon bébé », ai-je murmuré à travers le masque à oxygène. 6 semaines. À la maison avec une voisine. Elle a besoin de quelqu'un. La secouriste, une femme d'une 40aine d'années au regard doux, m'a pris la main et l'a serrée pour me rassurer. « On va vous aider à régler ça », a-t-elle dit. Essayez de rester calme. Mais rester calme était impossible. Emily était exclusivement allaitée. Elle n'avait jamais accepté le biberon. Ma voisine, Madame Chen, avait 72 ans et n'avait accepté de la garder que pour le trajet rapide de 20 minutes jusqu'à l'épicerie. Plus de 40 minutes s'étaient déjà écoulées, et au lieu de rentrer chez moi, on me transportait d'urgence aux urgences. Les mains tremblantes, la vue encore trouble, j'ai quand même réussi à appeler ma mère depuis l'ambulance. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Rebecca, je suis au spa », a-t-elle dit. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Maman ?» Ma voix s'est brisée. J'ai eu un accident de voiture. Un grave. Je suis dans une ambulance. Emily est à la maison avec Madame Chen. Est-ce que tu peux aller la chercher, s'il te plaît ? Je ne sais pas quand je vais. Un accident ? M'a-t-elle coupé avec ce long soupir qu'elle utilisait chaque fois que je la dérangeais. Tu es sûr que c'est si grave ? Tu as tendance à exagérer. J'entendais de l'eau couler en arrière-plan. Une musique douce de spa. Le tintement de verres de champagne. Maman, ma voiture est détruite, ai-je dit. J'ai un traumatisme crânien. Il m'emmène à County General. S'il te plaît. J'ai juste besoin que tu ailles chercher Emily. County General, a-t-elle répondu. C'est à 1 heure de route d'ici. Je suis en plein enveloppement aux algues. Ton mari ne peut pas s'en occuper ? Marc est à Dallas pour le travail, ai-je dit. Il n'atterrit que dans 5 heures. Maman, s'il te plaît. Elle a 6 semaines. Elle a besoin de... Attends, m'a-t-elle interrompu. J'ai entendu des voix étouffées, puis le rire de ma sœur. Quand ma mère a repris la ligne, son ton avait changé. Rebecca, ta sœur et moi partons demain matin pour notre croisière dans les Caraïbes, a-t-elle dit. On a le forfait spa avant le départ aujourd'hui. Tout est déjà payé. Ma tête battait maintenant. Chaque mot me coûtait un effort énorme. Maman, c'est une urgence, ai-je dit. Ta petite fille a besoin de toi. Ta sœur n'a jamais ce genre d'urgence, a-t-elle répliqué sèchement. Violette a 2 enfants et elle ne m'a jamais appelée en panique pour un accident de voiture ou une crise quelconque. Tu devrais être plus organisée. Plus responsable. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine et ce n'était pas seulement mes côtes cassées. Je n'avais pas prévu de me faire percuter par un camion, ai-je dit. Tu aurais dû avoir des plans de secours, a-t-elle répondu. C'est ce que font les parents responsables. Je ne peux pas tout laisser tomber à chaque fois que tu as un problème. On prépare cette croisière depuis 8 mois. Mon manque d'organisation. L'ambulance a heurté un nid de poule et une douleur fulgurante m'a traversé le torse. J'ai halté. Tu m'écoutes seulement, ai-je demandé. Elle a continué comme si de rien n'était. C'est exactement pour ça que je m'inquiète pour toi. Toujours dans le chaos.
Toujours à avoir besoin d'être sauvée. Je t'ai élevée pour être indépendante, et te voilà encore à appeler maman dès que quelque chose va mal. La secouriste me regardait attentivement à présent. Elle entendait chaque mot par le haut-parleur. Je ne te demande pas d'annuler ta croisière, ai-je dit en me forçant à parler. J'ai juste besoin que tu gardes Émilie quelques heures, le temps que je trouve une autre solution. Je monte sur un bateau demain, Rebecca, a-t-elle dit. Je dois faire ma valise. Me préparer. Ton père et moi méritons ces vacances. On a travaillé dur toute notre vie. On ne va pas laisser ton manque de prévoyance gâcher notre voyage. Maman, ai-je murmuré, la voix brisée, un camion m'a percuté. Et je suis sûre que tu vas bien, a-t-elle répondu. Tu parles, non? Tu as toujours été dramatique avec la santé. Tu te souviens quand tu pensais avoir une appendicite et que ce n'était que des gaz? Ou quand tu jurais avoir une pneumonie alors que ce n'était qu'un rhume? J'ai fermé les yeux. Ces souvenirs n'avaient plus la même saveur. À l'époque déjà, elle m'avait balayé d'un revers de main, agacée que j'ose demander de l'aide. Là, c'est différent, ai-je dit. C'est toujours différent selon toi, a-t-elle répondu. Écoute, je dois y aller. Mon enveloppement refroidit. Appelle une amie ou engage une babysitter. Tu gagnes bien ta vie, non? Problème réglé. La ligne a coupé. Je suis restée à fixer l'écran fissuré de mon téléphone, la photo de contact de ma mère souriant face à moi. Elle datait de Noël dernier, elle tenait Émilie, sa première petite fille, affichant un sourire fier pour la photo. J'avais sincèrement cru que devenir grand-mère l'adoucirait. Je me trompais. La secouriste m'a touché doucement le bras. Il y a quelqu'un d'autre que vous pouvez appeler? Avec des doigts tremblants, j'ai fait défiler mes contacts. Ma meilleure amie Alicia était à Seattle pour une conférence. Les parents de Marc étaient en Arizona. Madame Chen ne pouvait pas s'occuper d'un nouveau-né plus d'une heure de plus. Puis je l'ai vue. Une carte de visite que j'avais enregistrée dans mon téléphone 6 mois plus tôt, quand j'étais enceinte et que je me renseignais sur les solutions de garde. Elite Newborn Care, service d'urgence 24h24. Avec l'aide de la secouriste, j'ai appelé. Une voix calme et posée a répondu immédiatement. Elite Newborn Care, Monique à l'appareil. J'ai besoin d'aide, ai-je dit, les mots se bousculant. Je suis dans une ambulance. J'ai eu un accident de voiture. Ma fille de 6 semaines est à la maison avec une voisine âgée qui ne peut pas s'en occuper longtemps. J'ai besoin de quelqu'un tout de suite. Elle est exclusivement allaitée. On peut envoyer quelqu'un sur place d'ici 45 minutes, dit Monique sans la moindre hésitation. Où se trouve votre fille en ce moment? Je lui ai donné l'adresse de Madame Chen. Monique a enchaîné avec des questions précises et professionnelles. Est-ce qu'Émilie avait des problèmes médicaux, quels équipements se trouvaient à la maison, et dans quel hôpital on m'emmenait? Notre spécialiste, Claudia, sera sur place dans environ 40 minutes, m'a-t-elle expliqué. C'est une infirmière diplômée, avec 15 ans d'expérience auprès des nouveau-nés. Elle se coordonnera avec l'hôpital pour le lait tiré si c'est possible, ou nous fournirons du lait infantile si nécessaire. Ne vous inquiétez pas, votre fille est entre de bonnes mains. Combien ça va coûter, ai-je demandé. Notre tarif d'urgence est de 75 $ de l'heure, avec un minimum de 4 heures, répondit Monique. Mais pour l'instant, votre seule priorité est de recevoir des soins médicaux. Nous nous occupons du reste. J'ai failli fondre en larmes, là, dans l'ambulance. Pour la première fois depuis l'accident, quelqu'un m'aidait réellement. Sans jugement. Sans culpabilisation. Juste de l'aide. Merci, ai-je murmuré. De rien, maman, répondit Monique calmement. On prendra soin d'elle comme si c'était la nôtre. J'ai pris une inspiration tremblante. Le reste de la journée m'a semblé être un chaos permanent. Des médecins et des infirmiers allaient et venaient, les machines bipaient sans relâche, et les néons agressaient ma tête douloureuse. On m'a fait un scanner cérébral, des radios du thorax et de l'épaule, et on m'a administré des antidouleurs qui rendaient tout flou. Mais une pensée restait d'une clarté absolue, ma mère avait refusé d'aider sa propre petite fille. Pendant qu'on me suturait une profonde entaille au front, mon téléphone a vibré.
Marc. Chérie, dit-il, la voix tendue. Mon Dieu, je viens d'atterrir et je vois tes messages. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'Émilie va bien? Je lui ai tout raconté. Chaque détail. L'accident. Le refus de ma mère. Le service de garde professionnel que j'avais réussi à engager. Sa voix est montée d'un coup. Elle a dit non? Elle a refusé de garder sa propre petite-fille pendant une urgence médicale? Parce qu'elle part en croisière demain? Je m'en fiche complètement, même si elle avait rendez-vous avec le pape. Tu as eu un accident de voiture? Il a marqué une pause pour reprendre son souffle. Je réserve un vol retour tout de suite. J'arrive dans 3 heures. Et ta présentation? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Qu'elle aille au diable, a-t-il répondu fermement. Ma femme est à l'hôpital. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas à cause de la douleur, ni de la peur, mais parce que la réaction de Marc m'a montré, à cet instant précis, à quoi une vraie famille était censée ressembler. Et la blessure du rejet de ma mère n'en a été que plus vive. Après mon admission en observation pour la nuit, j'ai fait quelque chose à quoi je pensais depuis le trajet en ambulance. Quelque chose que je n'avais jamais osé faire pendant 9 ans. J'ai ouvert mon application bancaire et suis allé dans les paiements automatiques. Il était là, le virement que j'avais mis en place à 19 ans. Après mon premier vrai travail post-université, quand mes parents avaient mentionné avoir du mal à suivre le crédit immobilier après la réduction des heures de mon père, j'avais commencé, discrètement, à leur envoyer 4 500 $ chaque mois, pendant 108 mois. Ils n'ont jamais su que ça venait de moi. J'avais fait passer l'argent par un compte séparé qui réglait automatiquement leur banque. Ils pensaient que la pension de mon père avait augmenté, ou que le petit boulot de comptabilité de ma mère rapportait plus que prévu. Ils n'ont jamais posé de questions, ils ont simplement profité de cette stabilité financière. Ces 4 500 $ payaient l'intégralité de leur prêt immobilier et laissaient assez pour la voiture. C'est ce qui leur permettait les journées au spa, les croisières dans les Caraïbes et les virées shopping avec ma sœur. C'est ce qui a permis à mon père de prendre sa retraite à 62 ans au lieu de s'user jusqu'à 65. 4 500 $ multipliés par 108 mois. 486 000 $. Presque un demi-million, versé en silence pour assurer le confort de mes parents. Et ma mère n'était pas capable de consacrer 3 heures à sa petite fille pendant que j'étais hospitalisée. J'ai annulé le paiement automatique. Puis j'ai fait autre chose. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne. Je l'ai nommé l'avenir d'Émilie. J'ai mis en place le même virement mensuel, 4 500 $, mais cette fois, pour ma fille. Pour mon propre enfant. La petite fille dont ma mère n'avait rien voulu savoir. Mon doigt est resté suspendu une seconde au-dessus du bouton de confirmation, puis j'ai appuyé. Une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes. Vous avez meilleure mine, a-t-elle dit. Vous avez repris des couleurs. J'ai esquissé un sourire fatigué. Je viens de prendre une décision que j'aurais dû prendre il y a des années. Elle a souri à son tour. C'est souvent les meilleurs. Vers 20 heures, quelqu'un a frappé à la porte de ma chambre. Je m'attendais à voir Marc, mais c'est un homme grand, dans la soixantaine avancée, qui est entré. Cheveux gris, yeux bleus perçants, un cardigan sur les épaules malgré la chaleur californienne. Grand-père. Le père de ma mère. L'homme qui m'avait appris à pêcher, qui avait payé mes manuels universitaires quand l'argent manquait, et qui continuait à me glisser 200 $ chaque année pour mon anniversaire, même adulte. Grand-père, ai-je tenté de me redresser en grimaçant. Comment est-ce que tu... Madame Chen m'a appelé, dit-il en rapprochant une chaise de mon lit. Elle m'a dit que tu avais eu un accident et que ta mère avait refusé d'aider avec le bébé. Elle a entendu votre conversation téléphonique quand elle a déposé Émilie plus tôt. J'avais récupéré Émilie chez Madame Chen avant que les ambulanciers m'emmènent, et Claudia, la spécialiste, m'y avait rejointe. Apparemment, Madame Chen avait été profondément choquée par ce qu'elle avait entendu. Grand-père, ça va, ai-je dit. Émilie est avec une professionnelle. Tout est sous contrôle. Ne fais pas ça, m'a-t-il interrompu doucement mais fermement. Ne minimise pas ce qui s'est passé. Il est resté silencieux un instant, à me regarder. Puis il a dit.
Ta grand-mère et moi avons payé cette croisière. J'ai cligné des yeux. Quoi? La croisière dans les Caraïbes dont ta mère parle depuis des mois, a-t-il précisé. C'est nous qui l'avons offerte à tes parents. Cadeau d'anniversaire de mariage. 12 000 $ pour le forfait premium. J'ai secoué la tête. J'avais cru que nous leur faisions un beau cadeau, sans réaliser que nous financions en réalité leur excuse pour abandonner leur fille et leur petite-fille. Grand-père, tu ne pouvais pas savoir, ai-je dit. J'ai appelé ta mère il y a 1 heure, reprit-il, la voix durcie. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle avait fait. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? J'ai attendu. Elle a dit que tu exagérais. Que tu allais bien. Que tu avais toujours été trop dépendante et que tu devais apprendre à te débrouiller seule. Il s'est penché vers moi. Puis elle a ajouté, Émilie n'est même pas de ma responsabilité. Rebecca a choisi d'avoir un bébé. Elle doit en assumer les conséquences. Les conséquences. Le mot a résonné dans ma tête comme un coup dans la poitrine. Elle venait d'appeler ma fille nouveau-née, une conséquence. C'est là que je lui ai dit que la croisière était annulée, ai-je ajouté, les yeux grands ouverts. Comment ça? J'ai appelé la compagnie de croisière. J'ai annulé la réservation. En tant qu'acheteur, j'en avais parfaitement le droit. Il rembourse l'intégralité sur ma carte bancaire. Il a souri, mais sans la moindre chaleur. Ta mère et ton père ne partiront pas en croisière demain. Grand-père, tu n'étais pas obligé. Si. Il a tendu la main et a pris la mienne, avec précaution pour ne pas me faire mal aux côtes. Rebecca, je dois te dire quelque chose. Ta grand-mère, avant de mourir, m'a fait promettre de veiller sur toi. Elle disait qu'elle s'inquiétait de la façon dont ta mère te traitait différemment de Violette. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai d'abord pensé qu'il exagérait, qu'il cherchait des schémas là où il n'y en avait pas, comme savent le faire les grands-parents protecteurs. J'ai observé, a-t-il repris doucement, et j'ai vu les mêmes choses. Ta sœur est félicitée pour ce pourquoi on te critique. Tes réussites sont minimisées quand les siennes sont célébrées. On attend toujours de toi que tu comprennes, pendant qu'on lui pardonne d'être égoïste. C'est juste comme ça qu'est maman, ai-je murmuré. Non, m'a-t-il corrigé. C'est comme ça qu'on l'a laissé être. Tous. Plus maintenant. Pas après ça. On a frappé de nouveau à la porte. Cette fois, c'était Marc. Toujours en costume de conférence, un bouquet de fleurs à la main, l'air d'avoir couru depuis l'aéroport. Quand il m'a vu, le soulagement a traversé son visage, et il s'est presque effondré contre moi. Ça va, ai-je murmuré tandis qu'il déposait un baiser délicat sur mon front. On va bien. Grand-père s'est levé. Je vais vous laisser un peu d'intimité, a-t-il dit. Puis il a hésité. Mais Rebecca, avant de partir, est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir? Quelque chose d'important? J'ai hésité moi aussi. Puis, prenant une grande inspiration, je lui ai parlé des virements mensuels de 4 500 $. Des 9 années passées à soutenir mes parents en silence. Et du fait que je venais de les annuler, depuis mon lit d'hôpital. Grand-père est devenu parfaitement immobile, le visage fermé. Tu payais leur crédit immobilier et leur voiture? Oui. J'ai mis ça en place à 19 ans. Ils n'ont jamais su que c'était moi. 4 500 $ par mois, pendant 9 ans. Il a fait le calcul immédiatement. Ça fait presque un demi-million. 486 000 $. J'ai hoché la tête. Marc me regardait comme si je venais de révéler l'emplacement d'un trésor enfoui. Tu ne m'as jamais rien dit, a-t-il soufflé. Je n'en ai parlé à personne, ai-je reconnu. Ils avaient besoin d'aide, et je pouvais la leur donner. Alors je l'ai fait. Grand-père est resté silencieux un long moment, puis a demandé. Ils t'ont déjà remercié? Même sans savoir que ça venait de toi, ils ont bien vu que leurs finances allaient mieux. Ils ne se sont jamais posé de questions? Demandé d'où venait cet argent? Réfléchi à l'idée d'être plus prudent? Je n'y avais jamais pensé sous cet angle. Ils ont juste dépensé, ai-je dit lentement. En croisière, en shopping, en journée au spa, en aidant Violette pour son apport immobilier.
Je me suis arrêtée net. Ils ont aidé Violette à acheter sa maison avec mon argent. Et quand j'ai eu un accident de voiture avec un bébé de 6 semaines, ma mère n'a pas pu me donner 3 heures. La voix de mon grand-père est devenue glaciale. Elle a pris ton argent pendant 9 ans et n'a pas pu te donner 3 heures? Il a sorti son téléphone. Je passe un appel. Repose-toi. Il est sorti dans le couloir, mais je l'entendais parfaitement. Patricia, c'est papa. Non, je ne reparle pas de la croisière. J'appelle pour autre chose, quelque chose que je viens d'apprendre. Tu savais que Rebecca payait votre crédit immobilier depuis 9 ans? Un silence. Puis sa voix s'est durcie. 4 500 $ par mois, Patricia. 486 000 $ au total. Ta fille, celle que tu as traitée de dramatique aujourd'hui, celle à qui tu as refusé ton aide, te maintient financièrement à flot depuis ses 19 ans. Elle a annulé les virements cet après-midi, depuis son lit d'hôpital, après que tu l'as abandonnée, elle et sa fille. J'entendais maintenant la voix stridente et affolée de ma mère à l'autre bout du fil. Grand-père la laissa parler quelques secondes, puis trancha, net. Tu as 24 heures pour réparer ça, Patricia. 24 heures pour t'excuser auprès de ta fille, rencontrer correctement ta petite fille et montrer ne serait-ce qu'une fraction de la gratitude et de l'amour qu'elle mérite. Sinon, je modifie mon testament. Tout ce que je comptais te laisser, la maison de Pasadena, les actions, les obligations, tout ira à Rebecca et à Emily. Il y eut encore des cris, mais la voix de mon grand-père resta calme, implacable. Je ne bluffe pas. J'ai déjà appelé mon avocat, Gerald Hoffman. Les modifications seront rédigées demain matin. Tu crois vraiment que je vais léguer mon patrimoine à quelqu'un qui traite sa propre fille comme un déchet? Qui appelle sa petite fille une conséquence? Il laissa planer le silence, puis ajouta plus doucement. Ta mère aurait honte de toi. Moi, je le suis. Et il raccrocha. Marc et moi sommes restés là, sidérés. Quand grand-père est revenu, il semblait avoir pris 10 ans d'un coup et en même temps, plus résolu que jamais. C'est ma fille, et je l'aime, a-t-il dit. Mais aimer quelqu'un ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Ta grand-mère me l'a appris. Grand-père, ton testament, ai-je murmuré. Tu n'es pas obligé de. C'est déjà décidé dans ma tête, a-t-il répondu fermement. Qu'elle s'excuse ou non, Rebecca aura la plus grande part. Mais je lui laisse 24 heures, parce que ta grand-mère aurait voulu lui laisser une chance de faire ce qui est juste. Il s'est penché et a embrassé mon front. Repose-toi. Je vais aller rencontrer mon arrière-petite-fille. Marc m'avait envoyé l'adresse du service de garde, et après le départ de grand-père, il s'est installé prudemment à côté de moi sur le lit d'hôpital, me tenant comme si j'étais en verre. $1 demi-million, a-t-il murmuré. Je sais, ai-je répondu. On aurait pu rembourser la maison, commencer le fonds universitaire d'Emily il y a des années. Je sais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je suis restée silencieuse longtemps. Parce que dire la vérité aurait été trop douloureux, j'avais payé pour un amour qui aurait dû être gratuit. J'avais acheté l'approbation de mes parents. Et peu importe ce que je leur donnais, ça ne les ferait jamais me traiter comme ils traitaient Violette. Il m'a serré plus fort. Je suis désolé, a-t-il dit. De quoi? De ne pas avoir vu ça plus tôt. De ne pas l'avoir protégé d'eux. Tu m'as protégé, ai-je répondu. Tu es rentré de Dallas en pleine présentation la plus importante de l'année. Ça, c'est juste, la décence humaine de base, Marc. Le strict minimum. Exactement, ai-je ajouté doucement. Et ma mère n'a même pas été capable de ça. Vers 22 heures, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai ignoré l'appel. Il a sonné de nouveau. Refusé. Puis les messages ont commencé à affluer. Rebecca, il faut qu'on parle de ce malentendu. Ton grand-père est complètement déraisonnable. Je n'ai jamais dit que je n'aiderais pas. Tu ne m'as pas laissé le temps de m'expliquer. Tu es en train de déchirer cette famille pour une simple incompréhension. J'ai bloqué le numéro. Puis ma sœur a appelé. Qu'est-ce que t'as fait, bordel? La voix de Violette était tranchante. Maman est hystérique. La croisière est annulée.
Grand-père menace de la rayer de son testament, tout ça parce que tu as eu un petit accrochage et que maman n'a pas pu tout lâcher immédiatement. Ce n'était pas un simple accrochage, ai-je répondu. J'ai 3 côtes cassées et la clavicule fracturée. Eh bien, tu as l'air suffisamment en forme pour provoquer un drame familial, a-t-elle répliqué sèchement. Tu sais à quel point maman attendait cette croisière? À quel point elle a travaillé dur? Travaillé? J'ai presque ri. Violette, je paie leur crédit immobilier depuis 9 ans, 4500 $ par mois. C'est comme ça que maman peut se permettre de ne pas travailler. C'est comme ça que papa est parti à la retraite plus tôt. C'est comme ça qu'ils t'ont aidé pour l'apport de ta maison. Silence. Tu mens, a-t-elle fini par dire. Demande à grand-père. Ou mieux encore, demande à maman. Demande-lui d'où elle pensait que venaient ces 4500 $ supplémentaires chaque mois depuis 9 ans. C'est vrai, ai-je ajouté calmement. Mais ça ne lui donne pas le droit de manipuler grand-père. Il est âgé, peut-être, mais il voit plus clair que tout le monde. Il sait exactement qui est maman, qui tu es, et qui je suis. Sa voix est montée. Ce n'est pas moi qui fais du chantage à ma propre mère avec l'héritage de grand-père. Non, ai-je répondu doucement. Toi, tu es juste celle à qui tout tombe dans les mains pendant que moi, je paie. L'enfant en or. Celle qui ne pouvait jamais rien faire de mal, pendant que moi, j'étais toujours le problème. J'ai pris une grande inspiration. J'en ai fini, Violette. Fini de financer ton mode de vie. Fini d'être le punching ball de la famille. Fini d'accepter des miettes d'attention pendant que toi, on te célèbre simplement parce que tu existes. Tu deviens folle, a-t-elle dit. Maman t'aime, ai-je répondu. Maman me tolère tant que je suis utile. Aujourd'hui, j'ai appris exactement ce que vaut cette utilité, 3 heures. Elle n'a pas pu donner 3 heures à sa propre petite fille. Elle avait des projets. Moi, j'avais un traumatisme crânien. Violette est restée silencieuse un instant. Puis, froidement. Très bien. Garde l'argent de grand-père. Garde ton complexe de victime. Mais ne t'attends pas à ce que je te plaigne quand tu te retrouveras seule parce que tu auras repoussé tout le monde. Et elle a raccroché. Marc avait tout entendu. Ça va? M'a-t-il demandé. En fait, oui, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de respirer. Le lendemain matin, on m'a autorisé à sortir, avec des consignes strictes de repos pendant 2 semaines. Marc a amené Émilie à l'hôpital, et pour la première fois depuis l'accident, j'ai tenu ma fille dans mes bras. Elle était parfaite. En pleine santé. Affamée. Claudia, la spécialiste, avait fait un travail remarquable. Elle avait pris des notes minutieuses sur les heures de tétée, les couches, les cycles de sommeil. Elle avait même tiré et conservé le lait que l'hôpital m'avait aidé à exprimer. Vous avez une fille magnifique, m'a-t-elle dit en rangeant ses affaires. Et vous êtes une maman forte. Peu de femmes auraient été capables de prendre les décisions que vous avez prises depuis une ambulance. J'ai été aidée, ai-je répondu. Merci d'avoir été là quand ma propre mère ne l'a pas été. Elle a souri, avec une pointe de tristesse. La famille, ce sont ceux qui se présentent quand ça compte. Souvenez-vous-en. Nous sommes rentrés dans une maison débordante de fleurs, des dizaines de bouquets envoyés par des amis, des collègues de Marc, des voisins. Des cartes me souhaitant un prompt rétablissement. Mais rien de mes parents. Rien de ma sœur. Sauf une chose, de la part de grand-père. Un grand carton, avec une note adressée à l'avenir d'Émilie. Parce qu'elle mérite des grands-parents qui la choisissent en premier. Avec tout mon amour, grand-pa Joseph. À l'intérieur, des bons d'épargne pour un montant de 50 000 $. J'ai pleuré. Le délai de 24 heures est passé. Aucune excuse. Aucun appel. Aucun message. Le lendemain, l'avocat de grand-père m'a appelé pour confirmer que le testament avait été modifié. Rebecca Martin et Emily Martin étaient désormais les principales bénéficiaires. Ma mère recevrait 10 000 $, assez pour des vacances, mais pas assez pour maintenir le train de vie que mon argent avait financé. 2 semaines après l'accident, le paiement du crédit immobilier de mes parents a été rejeté.
puis celui de la voiture. Je le savais parce que ma mère a appelé depuis un numéro que je n'avais pas bloqué. Rebecca, il y a une erreur avec notre prêt immobilier. Le paiement n'est pas passé. Tu peux vérifier de ton côté? J'ai pris une inspiration lente et contrôlée. Il n'y a pas d'erreur, maman. J'ai annulé les paiements. Quoi? Pourquoi tu? Elle s'est arrêtée, puis a murmuré. Attends, c'était toi? Toutes ces années, c'est toi qui envoyais l'argent chaque mois depuis que j'avais 19 ans? Oui, ai-je dit. J'ai tout pris en charge pendant 9 ans. Rebecca, tu ne peux pas juste arrêter. On va perdre la maison. On va tout perdre. Comme j'ai failli tout perdre quand ce camion m'a percuté, ai-je répondu. Seule dans l'ambulance, terrorisée, t'appelant à l'aide pour être rejetée. J'ai appelé grand-père pour m'excuser. Toi, tu l'as appelé pour sauver ton héritage. Tu ne t'es jamais excusé auprès de moi. Silence. Maman, ai-je repris, tu as eu 9 ans de soutien financier de ma part. 9 ans donnés librement, sans rien attendre en retour, sauf peut-être d'être traité comme si je comptais. Comme si je valais 3 heures de ton temps pendant une urgence médicale. Tu n'as même pas été capable de ça. Rebecca, s'il te plaît, a-t-elle dit. On est tes parents. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. L'ironie était étouffante. Tu m'as abandonné la première. Tu as abandonné ta petite fille. Tu as fait ton choix le moment où tu as préféré une croisière à l'urgence de ta fille. Maintenant, c'est moi qui fais le mien. Et la loyauté familiale, a-t-elle exigé? Laquelle, ai-je répliqué? Elle était où, ta loyauté, quand j'étais coincé dans une voiture? Quand ta petite fille de 6 semaines avait besoin de toi? On peut arranger ça, a-t-elle insisté. On peut faire une thérapie familiale. On peut. Non. Le mot était puissant. Définitif. Absolu. J'ai fini d'arranger les choses. Fini d'être la seule à faire des efforts. Fini de payer pour un amour qui devrait être gratuit. J'ai raccroché. Les appels sont arrivés par vagues. Maman, papa, Violette, même des cousins que je connaissais à peine. Tous répétaient le même discours, je détruisais la famille. J'étais rancunière. J'exagérais. Pas un seul ne m'a demandé si j'allais bien. Pas un seul ne s'est inquiété pour Émilie. Pas un seul n'a reconnu que le vrai problème, c'était le refus de ma mère d'aider pendant une urgence médicale. Je les ai tous bloqués. Grand-père venait me voir chaque semaine. Il prenait Émilie dans ses bras, lui racontait des histoires sur son arrière-grand-mère, prenait de mes nouvelles, apportait des courses, aidait à la maison. Tu fais ce qu'il faut, m'a-t-il dit un après-midi. Il faut du courage pour s'éloigner de la toxicité, même quand ça vient de la famille. Surtout quand ça vient de la famille. Tu crois qu'elle comprendra un jour? Honnêtement? Probablement pas, ai-je admis. Les gens comme ta mère, a-t-il répondu, se voient toujours comme les victimes de leur propre histoire. Tu seras éternellement la fille ingrate qui l'a coupée de sa vie, jamais l'enfant généreuse qui l'a soutenue pendant des années, ni la mère blessée qui avait simplement besoin d'aide. C'est triste, ai-je murmuré. Oui. Mais ce n'est pas à toi de réparer sa façon de voir les choses. Ta responsabilité, c'est Émilie, c'est toi-même, c'est de construire la famille que tu mérites. Il avait raison. 3 mois plus tard, j'ai appris par une amie commune que mes parents avaient déménagé dans un appartement plus petit, vendu leur voiture pour en acheter une plus modeste. Ma mère avait repris un poste à temps plein en comptabilité. Pour la première fois depuis 9 ans, ils apprenaient à vivre selon leurs vrais moyens. Je n'ai ressenti ni satisfaction face à leurs difficultés, ni culpabilité non plus. 6 mois après l'accident, Marc a été promu. Nous avons utilisé sa prime pour ouvrir un fonds universitaire pour Émilie. Les mêmes 4 500 $ mensuels que j'envoyais autrefois à mes parents étaient désormais versés sur un compte pour notre fille. À ce rythme, dans 18 ans, Émilie disposerait de près d'1 million de dollars pour ses études, 1 million qu'elle n'aurait jamais à rembourser. 1 million donné librement, avec amour, parce que c'est ça, être parent. 1 an après l'accident, j'ai reçu une lettre non pas de ma mère, mais de ma sœur, Violette.
Je t'écris parce que je comprends enfin ce que tu essayais de me dire. Maman m'a demandé de commencer à les aider à payer leurs factures. Elle a dit que ce serait temporaire, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. L'enfant en or qui ne faisait jamais rien de mal, pendant que moi, j'étais toujours le problème. Les demandes d'argent ne se sont jamais arrêtées. Ce qui a commencé par des demandes mensuelles est devenu hebdomadaire, puis presque quotidien. Rien que cette année, elle m'a demandé 47 000 $. Je lui en ai donné 23 000. Mon mari est furieux. Notre mariage est sous tension. Et quand j'ai dit à maman que je ne pouvais plus aider, elle m'a traité d'égoïste. J'ai compris, enfin. Comme quand elle te traitait de dramatique. Tu n'exagérais pas. Tu n'étais pas trop sensible, tu étais utilisé. Et dès que tu n'as plus été utile, tu es devenu jetable. Je suis désolée de ne pas t'avoir cru, écrivait Violette. Je suis désolée de l'avoir choisie, elle, plutôt que toi. Je comprendrais si tu ne voulais plus jamais me parler, mais je voulais que tu saches, tu avais raison sur tout. J'ai relu la lettre 3 fois. Une partie de moi avait envie de se sentir vengée, de dire je te l'avais dit, de l'accueillir dans le club des filles qui finissent par voir clair dans le jeu de leur mère. Mais surtout, je me sentais fatiguée. Je lui ai répondu. Pas une longue lettre, juste quelques lignes. Violette, merci pour ton honnêteté. J'espère que tu trouveras le courage de poser des limites, comme je l'ai fait. Tu mérites mieux que d'être utilisée. Je ne suis pas prête à reconstruire une relation pour l'instant. Peut-être un jour. Mais j'apprécie que tu reconnaisses enfin la vérité. Prends soin de toi. Rebecca. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Et ça m'allait. Émilie a maintenant 2 ans. Elle est drôle, déterminée, et parfaitement inconsciente de la grand-mère qui l'a un jour appelée une conséquence. Elle connaît grand-père Joseph, qui vient tous les dimanches et lui lit les mêmes histoires qu'il me lisait autrefois. Elle connaît les parents de Marc, qui ont pris l'avion depuis l'Arizona pour nous aider quand elle a eu une bronchiolite, sans jamais se plaindre. Elle sait que la famille, ce sont ceux qui répondent présents. La semaine dernière, au parc, une autre mère m'a demandé si les grands-parents d'Émilie venaient la voir. Oh oui, ai-je répondu en regardant Émilie rire pendant que grand-père la poussait sur la balançoire. Son grand-père vient toutes les semaines. Et tes parents, a demandé la femme. J'ai souri. C'est lui, mon parent. Celui qui compte. Elle avait l'air confuse, mais n'a pas insisté. Voici ce que j'ai appris depuis cet accident de voiture, il y a 2 ans, certaines personnes ne vous apprécient que pour ce que vous leur apportez. Le jour où vous cessez de fournir, elles vous montrent exactement qui elles sont. Croyez-les. Ne gaspillez pas des années à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Parfois, je pense à ces 486 000 $, presque un demi-million que je ne récupérerai jamais. De l'argent qui aurait pu transformer ma vie de 1000 façons. Mais je pense aussi à ce que j'ai gagné en coupant les ponts, la paix, le respect de moi-même, une compréhension claire de ma valeur, une famille construite sur l'amour sincère plutôt que sur l'obligation ou la culpabilité. Ça vaut plus que n'importe quelle somme. Ma mère envoie une carte chaque année pour l'anniversaire d'Émilie. Je ne les ouvre pas. Elles vont directement dans une boîte au garage. Peut-être qu'un jour Émilie voudra connaître cette partie de sa famille. Peut-être qu'elle voudra les lire. Mais pour l'instant, elle a tout ce dont elle a besoin, des parents qui la choisissent chaque jour, un arrière-grand-père qui l'adore, et un avenir financé par l'amour, pas par la culpabilité. Si tu lis ceci et que tu as été le distributeur automatique de ta famille, payant pour un amour qui aurait dû être gratuit, minimisé ou traité de dramatique quand tu demandais simplement du respect, écoute bien, tu n'es pas obligé de financer ta propre maltraitance. Tu n'as pas à soutenir financièrement des gens qui refusent d'être là pour toi. Tu as le droit de garder ton argent, ton temps, ton énergie pour ceux qui te valorisent réellement. Et si t'éloigner signifie perdre des personnes qui n'aimaient que ce que tu leur donnais, tu n'as pas perdu une famille. Tu as perdu des profiteurs. Ce n'est pas la même chose. Je m'appelle Rebecca Martin. J'ai 30 ans. Je suis mère, épouse, petite fille. J'ai aussi été une fille et une sœur. Mais j'ai appris une chose essentielle, l'ADN ne fait pas une famille. La loyauté, si. Le respect, si.
Être présent, si. Il y a 2 ans, ma mère a refusé de garder mon nouveau-né pendant un accident de voiture parce qu'elle avait des billets de croisière. Aujourd'hui, elle travaille à temps plein pour s'offrir une vie qu'elle considérait autrefois comme acquise. Mon grand-père a modifié son testament pour protéger la petite fille qui avait besoin d'être protégée, moi. Je vais bien. Nous allons bien. Parfois, la meilleure revanche n'est pas une revanche. C'est de construire une belle vie avec des gens qui méritent vraiment d'en faire partie. Si cette histoire t'a donné de la force, laisse un commentaire et dis-moi d'où tu écoutes. Et si tu as posé des limites avec des membres toxiques de ta famille, sache ceci, tu n'es pas seul. On est nombreux, dehors, à bâtir de meilleures familles, un choix à la fois.